Le micro va me rejoindre. Merci de garder vos applaudissements pour Philippe Claudel. Merci, vous pouvez applaudir Philippe Claudel. Merci beaucoup. Alors, comme promis, Philippe n'est pas revenu seul à la fin de la projection, donc je vais demander à Laure, Laurent, Anne et Jérôme, qui étaient là au tout début de la projection, de venir nous rejoindre, parce que Daniel Auteuil et Elisabeth Turc rejoignent notre télévision, c'est ça. Leïla et Daniel vous prient de les excuser, puis de être en direct sur un plateau du journal de France 3. Voilà. Donc on va demander aux 4 comédiens qui étaient là au tout début de venir nous rejoindre. Vous savez, c'est assez inhabituel qu'on organise et une présentation et une rencontre à la fin de la projection, mais le film le mérite et Philippe adore discuter avec ceux qui ont vu le film. Donc c'est vous qui avez la parole. Je vais juste lancer le débat en me tournant vers Philippe pour dire que, au-delà du plaisir de faire tourner Daniel Auteuil, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, qu'est-ce qui a été à la genèse du film, de l'histoire d'Avant l'hiver? Une saison, je pense, à la fois une saison réelle et puis une saison métaphorique qui est l'automne-hiver. J'aime bien les saisons, je suis né dans un pays où les saisons sont très marquées, dans le reste de la France. Et il y a longtemps que je t'aime était un peu un film de printemps, de renouveau, de renaissance. Tous les soleils, le deuxième, un film de plein été. Et j'avais envie de m'enfoncer un petit peu dans la froideur naissante, dans les brumes, dans les feuilles qui rejoignent le sol, etc. Et je me suis mis à imaginer une histoire qui était un petit peu en adéquation avec cette humeur. Et donc un homme qui avait une vie formidable, passionné, professionnellement très, très engagé, et qui n'avait pas eu le temps encore de voir passer les saisons de la vie, et qui, lorsqu'il rencontrait à la fois un fait étrange dans sa vie, des bouquets de roses qui arrivaient, et puis une rencontre un peu singulière, avec une jeune fille qui arrive de nulle part, était obligé de se poser certaines questions qui n'étaient pas toujours très, très plaisantes. Donc ça a été ça le début de l'histoire, et avec une autre question qui était en pendant, qui était la suivante. Est-ce que la vie que je mène, c'est la vie dont j'avais rêvé? Est-ce qu'elle me satisfait vraiment? Donc une question que je me suis toujours posée à différents âges, quand j'avais 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans et quelques aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vraiment ce que je suis devenu, correspondait à ce que je voulais être? Et en même temps, il y avait une part un tout petit peu autobiographique, quand on a la chance comme ça, comme j'ai, de pouvoir faire des films grâce à mes producteurs que je remercie encore ici publiquement, faire des livres, quand on a cette existence comme ça privilégiée, quand on voyage beaucoup, est-ce qu'on a le droit de se plaindre de tout ça? Est-ce qu'on a le droit de dire que finalement, intérieurement, il y a un tout petit bonhomme qui aimerait bien peut-être plutôt aller à la pêche ou chercher des champignons, ou rester tranquille devant sa télé avec toutes ces merveilles qu'on voit sur les chaînes françaises? Bon, c'est un peu ça la question. Alors, est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ces premiers mots de Philippe? Soyez pas timide, le plus dur, c'est la première question. Voilà, j'ai enchaîné. Alors, on l'a dit tout à l'heure. Merci beaucoup. Daniel Auteuil l'a dit tout à l'heure, à un moment, lorsqu'on voit évidemment Avant l'hiver, on pense au cinéma de Claude Sautet. Est-ce que vous y avez pensé au moment de l'écriture? Est-ce que ça a été quelque chose qui a accompagné Moi, Sautet, c'est un metteur en scène auquel je pense très souvent, parce que je revois très souvent ses films. J'y pense pour plein de raisons. C'est aussi, alors je suis très très heureux qu'aujourd'hui, on considère que c'est un artiste extrêmement important dans le cinéma français de la deuxième moitié du XXe siècle. On le cite souvent, on voit beaucoup de critiques qui écrivent sur lui, qui le placent très très haut. Or, de son vivant, le pauvre n'a pas eu cette chance. Énormément de critiques le descendaient et disaient que ses films étaient inintéressants, etc. Donc bon, on est dans un pays où il vaut mieux être mort pour être connu. C'est un peu une spécificité française aussi. Alors, en dehors de cette mise au point, c'est vrai que depuis que je suis enfant, le cinéma de Sautet a toujours beaucoup compté, parce que même s'il parlait de personnes qui n'étaient pas de mon milieu, moi je viens d'un milieu très, très modeste, très populaire, ces histoires étaient plutôt autour de cadres,
parisien, des paysages urbains qui n'étaient pas les miens, et pourtant ça m'a tout de suite touché énormément. J'ai jamais compris pourquoi, sinon que je sentais que cet homme, avec sa caméra, s'intéressait à l'humain, au mystère humain. Il était près de ses personnages, il était près aussi de ses actrices et ses acteurs. C'est quelqu'un qui aimait raconter des histoires, mais qui aimait travailler aussi avec les actrices, les acteurs, les techniciens. Et ça, je pense que ça se sent en fait quand on fait des films, quand on fait des livres. Cette espèce d'implication sincère se sent. Donc c'est un cinéma qui m'a oui, beaucoup touché, même si maintenant je n'y pense plus consciemment quand j'écris des scénarios. Et c'est vrai que, ayant le rêve, comme je le disais tout à l'heure, de travailler notamment avec Daniel, je ne pouvais pas m'empêcher de penser au grand rôle que Sauté a donné à Daniel. Et je ne vais pas trahir un secret ni révéler une confidence quand Daniel, sur le tournage, me disait souvent que Sauté lui avait appris son métier de comédien, qu'il y avait eu une sorte de bascule à ce moment-là. C'est à partir du moment où il a travaillé avec Sauté qu'il a pris conscience de ce que pouvait être son métier et qu'il a, grâce à ce metteur en scène, appris, même si évidemment il y a une part de talent personnel qui n'attend pas les metteurs en scène pour se révéler. Alors je vois que quelqu'un a pris le micro. Allez-y, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, je ne vous vois pas. Levez-vous. Ah, voilà, super. Je vais peut-être pas me lever. C'est bon, vous avez. J'aurais juste une question. Grâce à ce film, en fait, j'ai pu voir vos 3 précédents. Et ici, en fait, c'est un sentiment personnel, mais j'ai l'impression que c'est du coup votre 3e film, mais celui où la mise en scène sert en fait le mieux l'histoire, tout ce qui est au niveau des cadres, des couleurs, et notamment ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que là où, par exemple, Il y a longtemps que je t'aime, que personnellement j'aime beaucoup, vous suiviez vraiment l'actrice, le personnage. Ici, tout raconte l'histoire, les couleurs, les images, justement, cette froideur pour l'hiver, ce côté crépusculaire. Et j'aurais voulu savoir, en fait, qu'est-ce qui vous a amené à faire tous ces choix? Je pense que la réponse est un petit peu induite dans votre question, puisque vous avez vu les films précédents. L'école ne s'arrête pas à 18 ans. C'est-à-dire qu'on apprend tout le temps. Et dans le 3e film, j'en sais un tout petit peu plus qu'au moment où je faisais le premier, au moment où je faisais le 2e, et pour le prochain, j'en saurai à nouveau un peu plus. Donc il y a une sorte, je pense qu'il faut être très modeste par rapport à ce qu'on fait, par rapport au niveau qu'on veut atteindre de qualité, d'exigence, par rapport à ce qu'on obtient. Donc c'est vrai que celui-ci me semble, comme vous aussi, plus abouti dans la mise en scène, et parce que ça procède justement d'un apprentissage progressif, et puis parce qu'aussi j'ai la chance de travailler avec des techniciens dont la plupart me suivent depuis le premier film ou le 2e film, et grâce à eux, eh bien, je suis en confiance, et il y a une bonne entente, il y a une sorte d'intelligence immédiate qui fait qu'on peut travailler mieux, qu'on peut travailler plus vite, qu'on peut travailler plus profondément, et c'est grâce à eux que je dois tout ça, et puis peut-être aussi à cette espèce de symbiose que j'ai eue avec les comédiennes et avec les comédiens sur ce film, où il y avait une énergie. Un film, c'est toujours une espèce d'énergie comme ça qui se crée, qui peut parfois être difficile à assembler, qui peut parfois être négative aussi, mais dans ce cas-là, il faut la transformer en énergie positive. Il faut essayer de trouver dans la douleur ce qui peut servir le film. Mais voilà, c'est juste une sorte de progression. Alors, allez-y, monsieur. Tout de suite à gauche. Bonsoir monsieur le lecteur. Alors, c'était un très grand moment, plein d'émotions. Moi j'avais une question en fait, à vous poser par rapport à l'imagination dont a failli être victime Paul et qui finit par le suicide de Lou. Et je voulais savoir quel était en fait le message, l'idée que vous vouliez transmettre à travers cette histoire. Je ne sais pas si j'ai des messages à transmettre, ou des idées, ou des morales. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de proposer des choses, et ensuite, le spectateur ou le lecteur, quand il s'agit de livres, va être appelé à travailler avec cette matière-là, et à créer du sens, ou à créer des liens avec sa propre histoire, avec sa vision du monde, sa vision des autres. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça, c'est-à-dire laisser la place pour que l'autre travaille après la fin du générique, après la dernière page tournée, pour qu'ensemble se construise quelque chose. Mais si vous voulez, moi je vais vous donner mon
sentiment. Mais ça n'était que le mien, et on peut très bien voir autre chose aussi, ou voir des choses très différentes. Ce qui m'intéressait, c'est de voir comment deux personnages se rencontrent, s'éblouissent et en même temps se détruisent. C'est-à-dire que le personnage de Daniel, c'est un homme, donc je ne vais pas y revenir, on l'a beaucoup dit, il a un magnifique métier, femme, époux, maison, ami, tout lui réussit apparemment, il y a une sorte de carte postale de bonheur. Et en même temps, à un moment, il est heurté par le personnage de Leila, il est obligé de se poser des questions, il est obligé de réexaminer sa vie, il est obligé de s'arrêter, de regarder un peu en arrière, de regarder autour de lui, de regarder sa femme, de se regarder lui-même. Il découvre peut-être qu'il y a beaucoup de failles, il y a une sorte de jeu social auquel il s'est prêté depuis longtemps, mais qui ne lui correspond pas. Et il est troublé par cette jeune personne. Il est troublé pas dans un sens amoureux ou sexuel, il est troublé dans le sens où elle est au début de la vie, où tout peut arriver pour elle. Il y a encore tout à construire, alors que lui, il sent qu'il est dans cette dernière saison dont je parlais tout à l'heure. Donc tout ça l'émeut, le trouble, le détruit presque intérieurement. Et à l'inverse, cette jeune femme qui voyait en lui une sorte de prédateur, enfin une sorte de proie, pardon, pour la prédatrice qu'elle était, un homme qui correspondait à l'image de cet effet de désir, c'est-à-dire un homme mûr qui allait abuser d'elle, qui allait vouloir coucher avec elle, vouloir la baiser, comme elle dit, et dont elle aurait pu se venger en le torturant, lui volant, je sais pas, ses bijoux, ses montres, etc. Soudain, elle voit quelqu'un face à elle qui la respecte, qui ne regarde pas l'apparence, mais qui regarde l'être. Et là, elle en est complètement troublée, et elle aussi, elle réexamine sa vie. Et cet examen devient terrible. C'est pour ça qu'à un moment, elle dit « je suis beaucoup plus vieille que vous ». Elle est dans une espèce de chute, de désillusion, elle se trouve sale, elle se trouve salie, elle se trouve à la fin d'un parcours moral, criminel, d'un parcours d'abandon, et elle décide de mettre fin à ses jours. Et donc on voit finalement que ces deux êtres qui auraient pu construire du beau, en se rencontrant, se découvrent, mais cette découverte aboutit à une sorte d'atomisation intérieure. La fin, Daniel, quand il écoute par hasard cette cassette, enfin par hasard quand il la met, il réécoute cette voix, qui est une voix de jeune morte, on voit bien qu'il est détruit. Et que tout ce jeu de faux happy end, genre je joue au tennis, je reprends mon travail, j'ai à nouveau mes amis qui déjeunent, c'est qu'une façade. Et la vitre entre lui et Christine devient encore plus épaisse. Et grâce justement à ce talent de Daniel, il n'est pas là, donc on peut en parler maintenant. Cette espèce de présence incroyable. C'est-à-dire que quand je tournais cette scène-là, moi j'étais ébloui par Daniel, j'étais derrière la caméra, je voyais Daniel qui était justement simplement là. Il y a des acteurs qui éblouissent un peu par leur technique, lui il est là, dans une espèce de présence. Bon voilà, tout est dit. Alors. Bonsoir, moi j'aimerais simplement vous remercier pour des moments tels que celui-là. Et celui que j'ai vécu juste avant, c'était le livre dans lequel vous rendiez hommage à Jean-Marc Roberts, je retrouve la même émotion en lisant ce livre. Merci. Merci beaucoup et merci d'avoir cité ce nom, ce qui m'est tellement cher au cours de cette soirée. Alors, est-ce que quelqu'un... J'arrive. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais féliciter les acteurs pour leur interprétation. Parce que franchement, c'est remarquable. Daniel Auteuil, on s'imagine qu'il est vraiment chirurgien. Moi, je vais presque prendre un rendez-vous. En fait, il l'est, hein, il fait l'acteur pour arrondir les fins de mois. Non, il y a une interprétation qui est remarquable et il y a une grande sensibilité que j'ai beaucoup appréciée dans le film. Et une grande finesse. Alors, la question que je voudrais poser, est-ce que les acteurs, est-ce qu'ils ont une petite liberté sur le texte, ou le texte a été vraiment imposé? Je vais pas leur laisser la parole. Est-ce qu'avec Philippe, le texte... Non, il marche. Tu pourrais dire pareil, pour moi c'était différent. Oui et non, le texte était écrit, je trouvais que Philippe a écrit formidablement bien les scénarios, il n'y a pas grand-chose à changer. Oui, alors il est peut-être arrivé de dire un bien ou un oui, ou de mettre un mot avant l'autre,
Mais c'est tellement bien écrit que, ben non, je pense pas qu'on a changé grand-chose. Voilà. Laurent, est-ce que tu veux ajouter? Oui, absolument. C'est écrit très précisément et ça permet d'être impeccable, juste. Il n'y a qu'à dire ce qu'il a écrit. Laurent, c'est mon directeur d'hôpital fétiche. Il jouait déjà un rôle de directeur d'hôpital dans Il y a longtemps que je t'aime. Et là, je lui ai dit, tu veux pas refaire un directeur d'hôpital? Peut-être dans le 5e film, On va changer. pour faire un directeur. J'ai promis aussi à Samuel Desor, le chef de Carter, de ne plus faire de commissariat, de ne plus faire d'hôpital, parce que ça revient déjà dans les 3 films, donc il en a un peu marre d'essayer de se creuser la tête pour trouver des décors de commissariat et d'hôpital. Non, mais ce que je voulais rajouter sur ce point-là, des dialogues, moi j'aime bien que les acteurs soient à l'aise aussi avec les dialogues, c'est-à-dire parfois il y a certains comédiens ou comédiens qui vous disent mais ce mot-là, j'arrive pas à le dire. Il faut aussi que ce soit fluide, donc ça ne me dérange pas de changer un mot quand la personne soudain est dans l'impossibilité, presque j'allais dire articulaire de le dire. Il faut aussi qu'il y ait une sorte de vêtement confortable dans lequel la comédienne ou le comédien puisse s'installer. Et on va prendre une dernière question. Je veux que quelqu'un prenne le micro, juste au centre. Allez-y, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. En fait, j'aimerais comprendre l'histoire des bouquets de fleurs. Il y a quelqu'un qui a un téléphone qui sonne, vous avez le micro. Allez-y. Oui, les bouquets de fleurs. En fait, j'ai pas tellement compris. Je sais pas si c'est quelque chose pour emmener l'histoire ou s'il y a vraiment... C'est un élément perturbateur. C'est quelque chose qui doit perturber, y compris le spectateur après la séance. Non, je fais ça sans plaisanterie. Moi, j'aime bien les choses résolues. C'est-à-dire que tout à l'heure, je suis allé voir Gravity, j'ai bien aimé, mais tout est résolu. Et moi, c'est peut-être la différence un peu schématique qu'on peut faire entre certains films américains de studio et puis un certain type de films français, européens ou différents, où toutes les questions ne sont pas résolues. Donc, les bouquets de roses, voilà, il y a quelque chose qui arrive dans la vie. Mais parfois, on n'a pas toujours toutes les réponses. Il y a certains problèmes sans solution, il y a certains mystères sans élucidation. Là, on peut se dire que c'était quand même peut-être cette petite gamine, Lou, qui a envoyé des bouquets de roses. Dans ma tête, à un moment, c'était le personnage de Laure, la sœur, qui, dans sa forme de folie, a acheté plein de bouquets, les envoyés, ça ne savait pas pourquoi. Donc, plutôt que de résoudre ça à la fin du film, ce que j'avais fait dans une première version. Dans une première version, pendant leur repas, on disait que c'était la sœur complètement tapée qui envoyait des bouquets. Et à juste titre, quelqu'un, le lecteur, m'ont fait remarquer que c'était un peu inutile, que c'était un peu surligné, qu'on était passé à autre chose et que c'était pas la peine, et qu'il valait mieux que le mystère flotte. Ça perturbe. Ça perturbe Daniel, ça perturbe le groupe, ça perturbe l'histoire. Et après, voilà, on reste dans l'interrogation. Merci. Voilà. Et on va... Une dernière question. Allez-y, allez-y. Non, en fait, on se disait avec ma voisine justement que ça pouvait aussi être donc le personnage de Zoé, qui avait un petit côté un peu énigmatique en même temps le film, qui a un regard très énigmatique. Ah oui. Qui exprime beaucoup de choses. Non, mais après, vu que vous avez dit que c'était justement... Non, mais c'est le seul maître, une fois que le générique est fini, c'est le spectateur, c'est plus les comédiens, c'est plus nous. Mais à part ça, j'avais une vraie question. Vous n'êtes pas sorti. Non, en fait, moi je m'interrogeais... Moi, j'ai tout mon temps. En fait, moi je m'interrogeais surtout sur la relation entre Richard Berry et Daniel Auteuil. Parce que donc, quand il va faire une sorte d'effraction dans son bureau pour se renseigner sur Lou et qu'il cherche des renseignements pour trouver son mot de passe, finalement c'est presque naturellement qu'il ouvre le tiroir en essayant de chercher une preuve à conviction, et il n'a même pas l'air choqué de voir une photo de sa femme avec son meilleur ami et son fils, enfin les deux derniers termes entre guillemets. Comment est-ce que leur relation évolue? Enfin, on sent qu'il y a un changement à la fin, puisque Christine Scott Thomas dit bah, c'est ton père qui gagne.
Enfin, ça, j'attendais, c'était pas mal, c'était très franche, j'ai beaucoup aimé. Mais comment est-ce que leur amitié va évoluer maintenant que l'un sait? C'était un peu... Avant de vous répondre, je vais laisser la parole à Jérôme qui joue donc le fils. On va lui demander de qui est le fils. Jérôme, je vous écoute. En fait, C'est compliqué pour lui aussi. Hein. non, mais en regardant jouer Richard Berry et Daniel Auteuil au tennis, je trouve que Daniel Auteuil ressemble à mon père qui joue au tennis. Bonne réponse. Pour moi, c'est assez obscur. Non, je plaisante. Vous avez compris que voilà, dans le film, il y a ce triangle. Deux amis, une femme, deux amis de longue date, cette femme qui les connaît depuis le début quasiment, deux hommes amoureux d'une même femme. On en vient à sauter, hein, de César et Rosalie, voilà, ça me fascinait, ça. Ces deux ennemis, Samy Frey et Montand, qui aimaient la même femme, Romy Schneider, la femme les quitte et ils finissent par devenir les deux meilleurs amis du monde. Donc là, on n'est pas tout à fait dans la même configuration, mais le personnage de Richard, pour moi, était créé sur ce modèle de l'amoureux transi, c'est-à-dire celui qui préfère vivre auprès de celle dont il est éperdument amoureux plutôt que de vivre loin. C'est-à-dire qu'il préfère être près de l'astre sans jamais pouvoir toucher l'astre, mais en même temps être dans sa lumière. Daniel, enfin le personnage de Daniel, c'est ça aussi, c'est-à-dire que tout le monde sait dans le triangle pour moi. Christine sait aussi que finalement cet enfant, elle l'a eu avec l'autre, et pour moi, elle est dans une forme d'autopunition, c'est-à-dire qu'elle s'enferme dans cette magnifique prison de verre, elle préfère cette vie quasiment monacale, sans joie. Elle aime profondément le personnage de Daniel, mais en même temps, elle éprouve des sentiments pour celui de Richard. Mais elle est dans une forme de punition, de condamnation, qui fait qu'elle s'est retirée du monde, hein, s'est retirée du siècle, comme on disait jadis. Et ces deux meilleurs amis, de 30 ans et plus, Richard et Daniel dans le film, sont vraiment des amis. Et en même temps, il y a ce noyau dur d'inimitié, dans toute amitié, de jalousie, de rivalité. Donc c'est ça qui m'intéressait, cette espèce de complicité, complexité et de paternité double, assumée. C'est pour ça que quand Daniel ouvre le tiroir, il est à moitié surpris de voir cette photo, puisque sans doute le sait-il depuis longtemps. Moi, je ne sais absolument rien. Je ne sais rien, j'ai beaucoup mieux. C'est pas vrai ce que tu dis, parce que ton personnage, c'est sans doute celui qui dit les choses les plus vraies. Et ce qui m'intéressait, c'était une sorte de variation sur le fou du roi qui dit les vérités au roi. Le personnage de Laure, dès le début, elle dit combien d'années dans ton cercueil de verre. C'est-à-dire que ton personnage met l'accent tout de suite sur le malaise, l'attitude claustrale, monacale, perverse en fait, de cet enfermement. De même à la fois quand tu es dans cette maison de repos dont tu es sorti d'ailleurs. Quand ils essaient de jouer à être des gens normaux face à toi et que tu dis, tu rigoles et démerdez-vous, tout est dit. Parce que c'est vrai que le problème, c'est pas toi, c'est eux. Donc on met l'accent, enfin le personnage de Laure met l'accent sur le véritable problème, qui est un problème de couple. Bon, écoutez, moi je vais rebondir sur ce que Philippe a dit, parce que la dernière note de générique est passée. Le film vous appartient. C'est vous qui en faites ce que vous voulez en faire. Donc, merci beaucoup, Philippe.